Bonjour, moi je m'appelle Loris Toufanian, donc je suis militant au mouvement Charjoum, le mouvement, qui veut dire le mouvement en arménien. Et voilà, aujourd'hui on fait une manifestation pour exiger la libération des prisonniers de guerre arméniens qui sont toujours détenus en Azerbaïdjan. Les populations n'ont pas été prises entre deux feux. Ce qui s'est passé le 27 septembre, c'est que l'Azerbaïdjan, qui a toujours le dessein génocidaire panturquiste depuis 1915, qui a eu lieu en 1918, en 1920 il y avait eu des pogroms, en 1988, 89, 92 il y avait encore des pogroms, qui a décidé de continuer. Et donc l'Azerbaïdjan a envahi la République d'Artsakh, donc une république autoproclamée dans le Sud-Caucase, qui est peuplée d'Arméniens. C'est une république qui se dit elle-même arménienne. Voilà. La guerre a eu lieu, l'Azerbaïdjan a les soutiens d'à peu près tous les grands empires, les États impérialistes du monde, avec des armes dans tous les sens, et des sales armes. Donc c'était une sale guerre. Et il y a à l'heure actuelle plus de 300 prisonniers de guerre toujours détenus en Azerbaïdjan. On sait qu'il y en a au moins 2 qui sont morts en captivité depuis la fin de la guerre, du fait des tortures. Donc c'est particulièrement difficile pour eux et l'Azerbaïdjan refuse de les libérer, tout simplement. On a du mal à le savoir parce que c'est très compliqué d'aller en Azerbaïdjan. Il y a des ONG des droits de l'homme qui essayent de travailler en Azerbaïdjan, mais généralement ils sont aussi eux-mêmes en prison, quoi. Donc on a affaire à l'une des pires dictatures du monde dans cette affaire. Mais on sait que pendant la guerre, il y a eu un certain nombre de vidéos filmées par les soldats azerbaïdjanais eux-mêmes qui décapitent des gens, qui démembrent des gens, qui coupent les oreilles des Arméniens, qui humilient les Arméniens civils, je parle des civils. Donc voilà la situation, qui les fusillent contre des murs. Donc on a affaire à l'une des pires dictatures du monde, qui a un vrai projet génocidaire, et le monde ferme les yeux jusqu'à présent. Ah oui, bien sûr. En fait, pour ce qui se passe en Azerbaïdjan ou en Turquie, c'est assez facile. Ni la Turquie ni l'Azerbaïdjan n'ont coupé les ponts avec ce qui s'est passé en 1915, ça veut dire le génocide des Arméniens. C'est le même projet politique au pouvoir, ça veut dire le panturquisme, qui est un fascisme, qui est le projet politique génocidaire qui consiste à relier les peuples turcophones dans le monde et à rayer ce qu'ils pensent les entraver, c'est-à-dire le peuple arménien. Et ça fait depuis 1915 et même un peu avant que le projet est toujours à l'œuvre. Ça veut dire qu'on extermine des Arméniens dès que possible. Et là, c'était la possibilité. Elle ne respecte pas. L'Azerbaïdjan ne les respecte pas. Elle dit que les gens qu'elle détient sont des terroristes et pas des prisonniers. Phosphore blanc, par exemple. Il y a encore des soldats arméniens blessés de guerre qui meurent de crise cardiaque. Plus de 2 mois après la fin de la guerre, quand même. Ça, c'est dû au phosphore blanc, par exemple. Le fait de tuer des civils. Le fait de terroriser les civils, le fait de tuer des civils, le fait de maltraiter des soldats une fois qu'ils sont prisonniers, donc ils sont constitués en tant que civils. Voilà, c'est ça la Turquie, au premier rang, évidemment. La Turquie a envoyé des soldats, la Turquie a combattu en Artsakh, a tué des Arméniens, a tué des civils et des soldats arméniens, comme en 1915. Même si en 1915 il n'y avait pas vraiment de soldats. Israël a fourni un avion d'armement par semaine, entre 1 et 2 avions d'armement par semaine. Le Canada, l'Angleterre, la France, les États-Unis qui sont un très grand soutien de la Turquie, ça fait quand même pas mal déjà. Personne. La Russie a vendu des armes à l'Azerbaïdjan, ça c'est tout. La Russie a vendu des armes à l'Azerbaïdjan et à l'Arménie. Mais après c'est une question d'argent. Les alliés de l'Arménie ils sont bien peu et l'Azerbaïdjan. Les Kurdes n'ont pas d'État. Je veux dire, les Kurdes n'ont pas d'État. Et il n'y a pas de militants kurdes ou de révolutionnaires kurdes en Arménie pendant la guerre, pour la bonne et simple raison qu'il y a une possibilité de traverser la Turquie pour y aller. Voilà. C'est que l'Azerbaïdjan tout simplement respecte ce qu'elle avait signé. Alors déjà je vous rappelle que l'armistice elle a été faite dans un traité qui est évidemment humiliant pour l'Arménie, faut être d'accord. C'est un traité de défaite, tout simplement. C'est un traité de défaite parce que l'Arménie a perdu, l'Arménie a concédé un traité parce que sinon c'était beaucoup plus de morts et beaucoup plus de morts civiles. Donc elle a juste essayé d'arrêter l'hémorragie, mais moins de 30 jours après la signature du traité, il y avait déjà des menaces de nouvelles attaques. Avant le 27 septembre, la Turquie a fait des manœuvres militaires à moins de 100 km de la frontière arménienne. Il y a eu des attaques juste après. La Turquie fait actuellement des exercices militaires au même endroit. Donc on est en train de savoir s'il va y avoir une nouvelle attaque turco-azerbaïdjanaise. Voilà. Donc c'est ça le contexte de l'armistice qui a été signé. Le problème de la Turquie, c'est l'existence même de l'Arménie premièrement et l'existence même des Arméniens deuxièmement. C'est pour ça que depuis 1894,
Il y a très régulièrement, ça veut dire généralement toutes les décennies ou toutes les 2 décennies, des massacres d'Arméniens qui sont commis dans le monde, ou intimidation, ou chasse à l'Arménien, ou autre. Voilà. Enfin, imaginez-vous que l'Allemagne nazie soit toujours debout. Et ben, les Juifs leur poseraient toujours autant de problèmes. Et ben, on est exactement dans le même cas de figure. Alors, comment ça s'est passé dans l'histoire? Revenons-en à nos moutons en Artsakh. Donc sur le territoire sur lequel il y a eu la guerre. Donc c'est un territoire qui a toujours été peuplé d'Arméniens depuis 3000 ans. Quand les États turcs se sont créés pour ce qui est de l'Azerbaïdjan en 1918, elle a réclamé le fait que ce soit un territoire azerbaïdjanais, donné par l'Union soviétique à l'Azerbaïdjan, peuplé toujours autant d'Arméniens, et pendant 70 ans, il y a eu des discriminations, il y a eu des massacres, il y a eu des attaques, il y a eu du racisme qui a été fait, dans le but de vider l'Artsakh de sa population arménienne, ce qui n'a pas vraiment marché. La période soviétique, bien évidemment, même pendant la période soviétique. D'ailleurs, en 88, quand il y a eu les pogroms de Sumgait et de Kilovabad en Azerbaïdjan, même pas en Artsakh, c'était avec l'assentiment aussi du pouvoir soviétique local, quoi, et le fait que le pouvoir soviétique central a fermé les yeux aussi. Il y a les listes des maisons des Arméniens à Bakou qui a été donnée à une foule enragée et droguée, elle n'est pas tombée du ciel. Ça fait partie d'un projet global. D'ailleurs, à ce moment-là, le directeur des services de renseignement azerbaïdjanais s'appelait Heydar Aliyev. Il est devenu ensuite dictateur de l'Azerbaïdjan, vu qu'il est devenu président de l'Azerbaïdjan avec des élections truquées après à chaque fois par la suite. Et que juste avant sa mort, il a nommé son fils président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, qui est toujours actuellement président de l'Azerbaïdjan. Réellement, il n'y a pas grand-chose. Il y avait un groupe de Minsk qui était coprésidé par la France, les États-Unis et la Russie, qui était censé régler le conflit pacifiquement depuis le cessez-le-feu de la Première Guerre, donc en mai 1994. Depuis, c'est strictement jamais rien passé. Les États-Unis continuaient d'armer la Turquie qui armait l'Azerbaïdjan. La France a violé ses engagements en armant l'Azerbaïdjan en tant que coprésident du groupe qui était censé régler le conflit de manière pacifique. Donc voilà, la situation c'est qu'ils n'ont rien fait et que maintenant que l'Azerbaïdjan a été assez armé pour attaquer les gens et pour attaquer les Arméniens d'Artsakh, ils disent maintenant qu'ils vont essayer de remettre les gens autour de la table. Ça ne fonctionnera pas non plus malheureusement. Civil, c'est compliqué à dire. À l'heure actuelle, il semblerait que du côté arménien, il y ait 4000 morts. 4000 morts pour une guerre qui a duré 44 jours. Donc je vous laisse imaginer la violence des affrontements. Il y a un certain nombre d'Arméniens qui ont été faits prisonniers. À partir de ce moment-là, ils ne sont plus considérés comme militaires et qui ont été exécutés. Il y a des vidéos, des vidéos qui sont mises sur les réseaux sociaux par les soldats azerbaïdjanais ou par les djihadistes que la Turquie a envoyés, les djihadistes syriens que la Turquie a envoyés à l'Azerbaïdjan. Oui, c'est pas du tout un secret, je veux dire. Ils sont partis en avion depuis la Turquie jusqu'à 4 jours avant le conflit et ils étaient dans l'Artsakh, attaqués tête baissée pour essayer de servir d'appât sur le front. Ils ont rempli cette mission-là, il suffit de voir les vidéos qui tournent là-dessus. Même Macron, qui est quand même pas le plus pro-arménien du truc, même Macron a affirmé qu'il y avait des djihadistes qui étaient sur place. Des djihadistes de Syrie, envoyés par la Turquie, donc c'est-à-dire leurs alliés. Parce qu'il peut faire les déclarations sur les questions mémorielles qu'il veut, d'ordre symbolique qu'il veut, mais pourtant la France vend des armes à l'Azerbaïdjan. Elle a notamment vendu les systèmes de guidage par satellite à l'Azerbaïdjan, ce qui est une violation des règles internationales, parce que la France a violé un embargo pour le faire. Donc à partir de là, quand on fournit l'un des deux belligérants, je ne vais pas vous dire que... réfugiés qui n'ont plus leur maison du jour au lendemain, qui se sont fait... Il y a les 3/4 des territoires d'Artsakh qui sont sous occupation azerbaïdjanaise. Donc il y a une énorme partie de la population qui n'a plus de quoi vivre sur ces terres, sur ces terres, qui sont réfugiés intérieurs dans l'Arménie ou dans l'Artsakh. Mais il y a l'épée de Damoclès, quoi. Ça veut dire que dans la route qui relie l'Arménie par exemple à l'Artsakh, il est censé avoir une protection russe. Pourtant il ne se passe pas plus de 4 jours sans que des voitures de civils arméniens soient caillassés par... alors c'est pas des petits cailloux, c'est des pavés, ça détruit les voitures, c'est ça que je veux vous dire, par des soldats azerbaïdjanais. Donc
il y a eu des prisonniers qui ont été faits après la guerre, des prisonniers civils qui ont été faits après sur le corridor et même dans l'Artsakh. C'est-à-dire qu'une fois que la guerre s'est finie, il y a eu quand même des avancées de la part de l'Azerbaïdjan. Donc c'est toujours la même volonté d'en finir avec les Arméniens, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour revenir un peu en avant, entre 20 et 24, l'Union soviétique en fait, a donné, par Staline notamment, les territoires du Nakhitchevan, donc, dont vous venez de parler, et de l'Artsakh à l'Azerbaïdjan. Donc c'était des territoires qui étaient peuplés à quasiment 100% d'Arméniens. Hein. Sauf qu'au Nakhitchevan, l'œuvre de discrimination, de racisme, de pression a fonctionné parce que la population n'a pas réussi à tenir et est partie. Dans la fin des années 2010, l'Azerbaïdjan a détruit ce qui restait du patrimoine arménien au Nakhitchevan, donc il n'y a plus de traces. Hein. Pourtant ça avait été pris en photo, en vidéo depuis le côté iranien. Depuis la frontière iranienne, ils ont détruit les cimetières multicentenaires, les cimetières multicentenaires arméniens par exemple, qui étaient au Nakhitchevan. Là, il n'y en a presque plus, faut être honnête. Il y en a qui ont été turquifiés, ce qu'on appelle turquifiés, convertis de force et autres. Il y en a qui reviennent à leurs origines découvertes très récemment, voire qui ne sont pas encore découvertes pour certains. Mais les trois quarts, pour ceux qui n'ont pas été exterminés en 1915 ou en 1955, ou pour ceux même qui n'ont pas subi les pogroms anti-grecs et anti-arméniens de 1974 quand la Turquie a envahi Chypre Nord. Pour ces gens-là, les trois quarts sont partis. Ce qui reste, très rares sont les Arméniens qui restent dans l'est de la Turquie, où ils sont à la merci de l'armée turque tous les jours. L'Iran a soutenu les deux, l'Azerbaïdjan et l'Arménie a finalement apporté son soutien à l'Azerbaïdjan. Non, l'Iran. Oui, l'Iran. Mais veut rester neutre quand même. Mais bon, l'Iran n'a rien fait, quoi. Mais bon, après, nous, on n'attend pas de soutien spécifique de la terre entière. On aimerait juste qu'on ne soit pas exterminé tous les 10 ans, quoi. Voilà. Bonjour, je m'appelle Tolo, je suis étudiant en droit et je fais partie du mouvement Charjoum, donc qui veut dire mouvement en arménien. C'est un mouvement militant de la cause arménienne en France. Alors aujourd'hui, on est rassemblés pour alerter sur la situation des prisonniers arméniens, prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan, et pour exiger leur libération immédiate et inconditionnelle. Justement, c'est d'exiger que les soldats et les civils arméniens détenus en Azerbaïdjan rentrent chez eux tout simplement et puissent jouir de leurs droits les plus fondamentaux. C'est très compliqué d'avoir un nombre exact puisque l'Azerbaïdjan refuse de s'adresser au Comité international de la Croix-Rouge, donc qui est le médiateur entre les acteurs d'un conflit. Donc l'Azerbaïdjan refuse toute communication, mais selon Human Rights Watch, il y aurait entre 200 et 300 prisonniers encore en captivité. Non, qui sont encore prisonniers chez eux, mais au tout début du cessez-le-feu. Mais pour le moment, une cinquantaine, mais là il y en a encore 300 qui sont retenus. En captivité. Je pense que l'Azerbaïdjan est une des pires dictatures du monde avec la Turquie, et je pense que leurs prisons sont faites pour déjà que le droit n'y rentre pas et qu'aucune information n'en transparaisse non plus. Donc, mais on a vu pendant le conflit, derrière la ligne de front, quand les soldats arméniens étaient capturés, ils étaient violentés, frappés avec des coups de crosse, tués aussi, décapités. Les sévices étaient filmés, documentés. Et les soldats d'Azerbaïdjan ou les mercenaires de Daesh envoyaient les vidéos des soldats tués à leur famille avec leur propre téléphone pour leur dire voilà ce qu'on leur fait, voilà ce qui vous attend. Donc je pense que à l'aune de cette documentation, je pense que les soldats arméniens sont victimes de tortures, de traitements inhumains et dégradants en ce moment même. Oui, on peut parler de crimes de guerre tout à fait, de même de crimes contre l'humanité, puisque retenir des personnes contre leur volonté, les soumettre à la torture. Oui, on est dans le champ du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Oui, on est dans ce genre de crime. Du côté de l'Union européenne, si quelque chose, prévenez-moi, puisque moi je suis pas au courant de déclarations de grande ampleur. Je sais qu'il y a certains députés, j'ai pas les noms, mais j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, notamment allemands, qui alertaient sur la question des prisonniers de guerre, qui demandaient leur libération. Mais encore une fois, comme l'Europe est un partenaire stratégique de l'Azerbaïdjan, aucune déclaration concrète et sérieuse pour dire qu'il faut mettre fin à cette détention. Parce que l'Union européenne, les États de l'Union européenne fournissent des armes à l'Azerbaïdjan, dont la France qui a fourni des satellites d'observation et du matériel militaire aussi, l'Italie aussi d'ailleurs, qui fournissait aussi la Turquie et donc l'Azerbaïdjan, et bénéficie du pétrole azéri qui inonde le marché européen
et des énergies fossiles dont l'Azerbaïdjan regorge énormément. Alors c'est certainement possible, et puis il faut savoir aussi que l'Azerbaïdjan a un lobby extrêmement puissant envers certains élus français. Ils ont une association des Amis de l'Azerbaïdjan au Parlement. Ils sont en très bons termes, ils sont souvent invités en Azerbaïdjan, dîner en grande pompe, tout frais payé, pour en fait bien sûr se redorer un blason et montrer que l'Azerbaïdjan a d'ailleurs une nouvelle campagne de communication pour s'appeler Terre de tolérance. Donc ce qui est assez ironique dans la mesure où c'est un État xénophobe et ouvertement raciste et qui veut tuer des Arméniens juste parce qu'ils sont arméniens. Donc on est face à ce genre de situation. J'en ai aucune idée, je sais que ça circulait sur Telegram. Parce que c'est un réseau social pas mal utilisé en Arménie pour la messagerie. Après, je peux pas en dire plus parce que moi j'ai eu l'occasion de tomber sur ces vidéos, mais bon, c'est insupportable, donc vaut mieux ne pas les regarder. Je sais que sur Facebook, il y a une vidéo de 2 prisonniers arméniens qui ont été fusillés, alignés contre un mur et fusillés, comme le groupe Manouchian d'ailleurs, à Paris, il y a 80 ans maintenant. Mais oui, voilà, c'est des images, en fait, ça fait partie de la guerre psychologique de l'Azerbaïdjan. C'est une guerre de communication destinée aux Arméniens de diaspora, aux Arméniens du monde entier, ou même aux ennemis de l'Azerbaïdjan. Et donc oui, je disais que c'est une opération de guerre de communication que fait l'Azerbaïdjan, à envoyer les vidéos, à nous envoyer des vidéos, à montrer des djihadistes qui se gargarisent de recevoir de l'argent parce qu'ils tuent des civils. Et tout récemment, d'ailleurs, l'Azerbaïdjan a ouvert un musée à ciel ouvert glorifiant leur victoire. On y voit des soldats arméniens en cire, des figurines de cire de soldats arméniens, avec des chaînes aux mains comme des esclaves ou agonisant sur un tank détruit. Et donc ces images-là sont à notre destination pour nous montrer qu'ils ne sont jamais loin, qu'ils sont une menace pour nous, qu'on devrait se méfier d'eux, qu'on devrait avoir peur d'eux. Donc c'est une sorte de persécution, ouais, c'est leur guerre, c'est une des stratégies de guerre. Oui, bien sûr, ce sont 2 aspects de la guerre. C'était la guerre physique, la guerre avec les armes sur le front, qui était accompagnée de cette guerre d'image aussi, pour nous montrer, pour nous menacer, pour faire peur aux Arméniens, parce que avec les images on peut briser un esprit de résistance. Si les civils s'aperçoivent que ceux du Radabar sont décapités, peut-être qu'ils auront peur de rester si les Azéris avancent. Puisque Aliyev, dans sa grande mansuétude, avait dit que l'Azerbaïdjan accepterait que les Arméniens restent sur ce terrain, sous contrôle de l'Azerbaïdjan, mais restent. Bien sûr, c'est une blague, c'est une provocation. Ils savent très bien, les Arméniens, que s'ils restent, ils seront tués. Donc ça fait partie aussi de la guerre. Les images font partie de la guerre aussi, avec les armes. Bien sûr, elle est au courant, tout le monde est au courant. Si moi, simple citoyen français, je suis au courant des vidéos. Le CICR, l'ONU, toutes les instances de Genève, bien sûr qu'elles sont au courant. Le ministère des Affaires étrangères français, je pense qu'elle a vu les mêmes vidéos que moi. Mais leur intérêt, comme on en discutait, n'est pas de prendre position pour l'Arménie ou le Radabar. On n'est clairement pas en position de leur offrir quoi que ce soit, alors que l'Azerbaïdjan et la Turquie peuvent leur offrir ou avoir un poids dans leurs négociations. Donc pour le moment, c'est le silence. Oui, d'ailleurs nous sommes rendus en Artsakh, rencontrer les réfugiés, rencontrer des combattants, apporter du soutien matériel et psychologique aux déplacés de guerre. L'état d'esprit était déjà avant était assez mitigé, parce que les gens on savait pas encore où s'arrêtaient les frontières, quelle était la situation géographique du terrain. Mais là, aux dernières nouvelles, selon les chiffres du gouvernement arménien, 70% du peuple du Radabar est rentré dans ces terres pour se réinstaller. Bon, bien sûr, les villes qui sont perdues, mais dans les villes qui restent, dont Stepanakert, la capitale, les gens se réinstallent, oui. Ils veulent revenir et ils veulent rester vivre sur leur terre. Dès que le conflit était encore en cours, les zones où étaient postés les soldats azéris, ils détruisaient les cimetières arméniens, détruisaient les tombes. Détruisaient les statues, qu'elles soient culturelles ou commémoratives, elles étaient détruites systématiquement. Soit on voyait des vidéos, d'ailleurs c'est des vidéos qui étaient aussi envoyées aux Arméniens. C'est-à-dire que si vous aviez une statue importante, elle était détruite à la massue, comme on voyait faire Daesh en Irak, en Syrie, le même mode opératoire. Et maintenant une église, désolé j'ai pas son nom dans l'immédiat, mais une église a été complètement rasée. A été complètement rasée dans les environs de Chouchi, pardon. Et donc c'est soit la destruction, soit la reconversion en lieu touristique pour eux. Donc la présence arménienne serait effacée, par exemple une croix arménienne sera détruite, les inscriptions en alphabet arménien seront détruites, où on collera un monument factice par-dessus, dire voilà c'est un musée. Et voilà, c'est ce qui se passe maintenant dans les territoires occupés. Détruire la culture, détruire le patrimoine, c'est effacer la présence arménienne.
Ça fait partie du plan génocidaire d'élimination des Arméniens sur le plan physique, on l'a vu, et culturel, c'est la suite, puisque si les Arméniens ne sont plus là, on détruit les traces de leur passage. C'est très compliqué de faire un résumé, puisque l'actualité change en Arménie, c'est très très rapide. C'est aussi un petit pays, donc il y a beaucoup de relations entre tous les partis politiques, c'est-à-dire que tout le monde se connaît. Donc il y a beaucoup d'animosité entre les partis. Le gouvernement actuel a du mal à sortir de la crise. Le Premier ministre Pachinian a annoncé qu'il allait démissionner la semaine prochaine pour organiser de nouvelles élections, puisque voilà, il y a un moment où il a porté aussi le poids de la défaite, entre autres. Il n'est pas le seul, bien sûr, mais il est dans un moment où il ne pouvait plus assumer cette pression, et il a fait le choix. Après, c'est leur choix. Moi, j'ai pas forcément de commentaires à faire sur ce qui se passe en Arménie, dans la mesure où moi je suis citoyen français, et j'ai pas forcément de critiques à faire. Je peux juste être un observateur comme vous et dire que là, pour moi, la crise n'est pas encore résolue. Et on attend vraiment, les infos changent tous les jours en Arménie, ça bouge vraiment très vite, donc c'est assez compliqué de savoir exactement ce qui se passe. Oui, moi personnellement, j'ai de la famille qui est partie de Beyrouth d'ailleurs pour s'installer en Arménie, qui devait d'ailleurs s'installer au Haut-Karabakh, mais qui a dû fuir juste au début des bombardements, donc on n'a pas pu s'installer à Stepanakert, à la capitale, donc ils sont rentrés à Yerevan. Mais oui, voilà, on est dans l'attente, comme tout le monde, de savoir comment va se résoudre la crise sur place. On attend, on observe, mais tout change très vite, donc c'est dur de faire même des pronostics. On est même loin des pronostics, vu que tout peut basculer très vite. Cette manifestation ici, place de la République, n'est pas unique. Partout dans le monde, les Arméniens sont debout aujourd'hui plus que jamais. Erevan, Kiev, Moscou, Ottawa, partout dans le monde, et nous en France, ici à la place de la République. Quelle en est la raison? Il y a eu une guerre avec l'Azerbaïdjan il y a quelques mois. Les Arméniens en ont payé le prix fort contre le terrorisme et la politique absurde, criminelle de M. Erdogan et de son allié, Aliyev. Évidemment, c'était un combat à 1 contre 10, perdu d'avance pour les Arméniens. Néanmoins, ça a été comme ça, on le déplore. Le monde est libre, n'a pas bougé, ça n'a été que des belles paroles. Donc, il y a eu un accord de paix qui stipule la restitution d'un côté et de l'autre des prisonniers de guerre. L'Arménie, pays plus que millénaire, bâtisseur, celui de Charles Aznavour, a restitué les prisonniers de guerre azéris de l'Azerbaïdjan. Malheureusement, M. Aliyev, le dictateur de son propre peuple, refuse toujours de rendre à l'Arménie les prisonniers de guerre arméniens. Et c'est pour ça que nous sommes tous là aujourd'hui, Français, Arméniens, Éthiopiens, Kabyles, tous les êtres humains doués de bon sens, uniquement pour la défense des droits de l'homme qui sont aujourd'hui bafoués, piétinés. Ces prisonniers de guerre devaient depuis le mois de novembre réintégrer leur foyer. Ils ont des femmes, des enfants, ils sont des fils, des frères, peut-être ils ont des sœurs. En tous les cas, c'est inacceptable et le monde libre s'en moque éperdument, il regarde ailleurs. Aujourd'hui, ailleurs, ça veut dire ça veut dire l'argent, ça veut dire le pétrole de la mer Caspienne, ça veut dire les hydrocarbures, et c'est dégueulasse parce que tout aujourd'hui est une question d'intérêt. Il n'y a plus de... Vous savez, les symboles, liberté, égalité, fraternité, les droits de l'homme sont piétinés par une oligarchie mondiale, par une classe politique mondiale qui ne cherche qu'une chose, c'est les intérêts des uns et des autres au détriment du droit des peuples et de l'autodétermination des peuples. Voilà, nous avons avec nous aussi, puisqu'il est là, Philippe Deveul, qui a peut-être quelque chose à dire à ce sujet, en parlant fort et en baissant le masque. Ouais. Voilà, c'est bon. Oui, je suis venu soutenir mes amis et nos amis arméniens qui, au Karabakh, ont subi une blitzkrieg de la part du gouvernement azéri, allié avec les Turcs, qui ont aussi mis des djihadistes en première ligne dans le combat. Et évidemment que je soutiens leur demande qu'on libère les prisonniers de guerre arméniens, et je me demande dans quelles conditions ils sont en ce moment en captivité. Et ils devraient rentrer et retrouver leur famille.
Et je trouve qu'il y a une certaine lâcheté, comme l'a dit à juste titre Léo Nicolian, des pays occidentaux à avoir laissé tomber cette partie du monde au mépris de la liberté ou des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et tout ça au nom des intérêts, et, au nom de l'énergie, de l'argent, du pétrole, de la mer Caspienne. Et je paraphraserai un illustre politique britannique, Winston Churchill, qui disait « Vous avez voulu obtenir la paix au prix du déshonneur, vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur, eh bien vous aurez à terme le déshonneur et la guerre. » Il a essayé de tenter d'intervenir, mais c'était pas suffisant. Je pense que comme on aime intervenir dans beaucoup de conflits dans ce monde, il aurait fallu apporter un soutien technique et militaire à l'Arménie, et il n'a pas su le faire. Quelques avions de chasse trois ou quatre rafales auraient pu protéger une partie de ce Haut-Karabakh et être en soutien de ces soldats qui ont combattu contre, je répète, une blitzkrieg technologique avec des drones, des armes technologiques très puissantes et meurtrières qui les ont complètement écrasés. Bah, écoutez, demandez à M. Le Drian lui-même. Je vous dis, les intérêts du pétrole, les intérêts de la mer Caspienne, du président Azeri qui en plus commet des actes d'humiliation en se présentant comme ça avec des casques de soldats qui sont certainement tombés sur le champ d'honneur, montre le mépris de ce pays-là vis-à-vis du peuple arménien. Le bon déroulé de la manifestation, on a des tracts ici si vous voulez en prendre pour les distribuer. Sur les prisonniers de guerre, on a encore des pancartes. On a des autocollants. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, on vous en donne. Aujourd'hui, on est réunis pour exiger la libération des prisonniers de guerre détenus en Azerbaïdjan par le dictateur Ilham Aliyev. Comme vous le savez, depuis 1915, le génocide continue. Et nous exigeons, nous voulons résister pour vivre. Aujourd'hui, dans le monde entier, dans plusieurs villes sur 3 continents, à Toronto, à Genève, à Rome, à Houston, à Yerevan, à Sacramento, à Marseille, à Montréal, à New York, à Los Angeles, à Berlin, à Hambourg et à Moscou, les Arméniens sont réunis pour exiger la libération des prisonniers de guerre détenus légalement en Azerbaïdjan. À Paris, nous faisons de même. On a cru comprendre que ceux qui s'étaient réunis à Moscou se sont fait embarquer par la police. C'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. On vous en dira plus pour la suite. Voilà, on se réunit aujourd'hui, on espère que ce n'est pas la dernière fois pour exiger la libération des prisonniers de guerre. Je vais passer la parole à Méliné. Les Arméniens du monde entier exigent la libération immédiate des prisonniers de guerre arméniens qui sont toujours tenus captifs depuis l'arrêt de l'offensive massive azerbaïdjanaise en 2020. L'Azerbaïdjan viole actuellement les conventions de Genève en matière de traitement des prisonniers de guerre, mais transgresse également en toute impunité l'accord tripartite de cessez-le-feu signé le 9 novembre 2020 entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie. Aujourd'hui, en ce moment même, les défenseurs des droits de l'homme et concitoyens sont réunis dans les villes, comme il a été déjà dit, de Berlin, Genève, Hambourg, Houston, Los Angeles, Marseille, Montréal, Moscou, New York, Paris, Rome, Sacramento, Toronto, Varsovie et Yerevan
pour demander la libération immédiate et inconditionnelle de plus de 200 civils et prisonniers de guerre arméniens. Ces derniers sont détenus illégalement, qui plus est dans des conditions absolument inhumaines, au sein des prisons azerbaïdjanaises depuis la fin de la guerre, le 9 novembre 2020. En revanche, tous les prisonniers de guerre détenus par les Arméniens ont été libérés et les blessés soignés. Des organisations internationales, dont Human Rights Watch, ont confirmé la violation flagrante du droit humanitaire international par l'Azerbaïdjan. De plus, le 9 mars 2021, la Cour européenne des droits de l'homme s'est adressée au comité des ministres du Conseil européen, alertant que Bakou ne respectait pas les conditions fixées par la Cour elle-même en ce qui concerne le retour des prisonniers arméniens. Au nom de la dignité humaine, nous sommons nos gouvernements nationaux, nos concitoyens, l'Organisation des Nations Unies, les organisations et défenseurs des droits de l'homme, d'imposer de l'Azerbaïdjan la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers de guerre arméniens. Merci Méliné. Démarré en 1915, elle a pu le faire avec la complicité des plus grandes puissances et des opinions publiques, uniquement parce qu'elle avait des alliés. Et en France, l'Azerbaïdjan a des alliés. Ces alliés, c'est par exemple l'ex-maire de Montauban, Brigitte Barège. Brigitte Barège, le 22 septembre 2020, qui accueille une délégation de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Montauban, qui va sur la tombe d'un résistant lointainement d'origine azerbaïdjanaise et qui reprend l'héritage de la résistance contre le fascisme en France, contre les nazis, pour le mettre au service de l'Azerbaïdjan de manière honteuse. Sachant que l'Azerbaïdjan, c'est l'Azerbaïdjan qui est fasciste, c'est l'Azerbaïdjan qui est raciste. Depuis, comme par hasard, regardez bien les alliés de l'Azerbaïdjan, Brigitte Barège a été condamnée pour détournement de fonds publics et son mandat de maire a été annulé. Voilà les alliés
la République d'Azerbaïdjan en France. C'est la moisissure de la République. Je vais vous parler ensuite de Michel Gouracha. Michel Gouracha, vous l'avez certainement déjà vu à la télé. Il est passé dans le documentaire d'Élise Lucet, Mon président en voyage d'affaires. C'est l'ex-maire de Cognac. L'ex-maire de Cognac qui se fait offrir des tapis de luxe par l'Azerbaïdjan, qui s'en cache même pas, tellement qu'il est intelligent. Voilà ce que c'est la corruption. Il explique que sa ville, Cognac, n'a plus les moyens de rénover les bâtiments municipaux. Donc c'est l'Azerbaïdjan qui se propose de payer pour rénover les bâtiments municipaux. En échange de quoi? En échange d'avoir le droit d'utiliser toutes les salles de concert et de conférences pour tenir des conférences négationnistes, pour tenir des conférences de propagande du régime de l'Azerbaïdjan. Retenez bien ces noms, parce qu'ils vont devoir rendre des comptes au peuple de ce pays. Michel Gouracha, ex-maire socialiste de Cognac. Brigitte Barrès, ex-maire, les Républicains de Montauban. Ensuite, dans les relais d'opinion qu'il y a l'Azerbaïdjan en France, vous avez le président de la Sorbonne. C'est pas n'importe quoi. Jacques Sopelsa, qui en plus de faire tenir des conférences dans la Sorbonne azerbaïdjanaise, signe des tribunes qui demandent l'arrêt des soi-disant occupations arméniennes de l'Artsakh. En réalité, en signant ces tribunes, Jacques Sopelsa légitime les guerres racistes et génocidaires d'Aliyev et de l'Azerbaïdjan contre le peuple arménien.